Bonjour Sébastien Chenu, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes député du Nord, vice-président du Rassemblement National et de l'Assemblée Nationale. Au sujet de l'Ukraine, vous avez sans doute lu l'interview de monsieur Le Cornu dimanche qui dit que nous allons livrer des missiles et des blindés transport de troupes, des centaines, dit-il, à l'Ukraine. Oui, enfin c'est des blindés visiblement dont on n'avait pas l'utilité, enfin qui étaient... On est en train de renouveler. Voilà, qui étaient à remettre au goût du jour. Tout ce qui permet à l'Ukraine de pouvoir négocier à un moment donné une sortie de crise en position de force et défendre la ligne de front doit être fait. Donc le fait de donner du poids à l'Ukraine, qu'elle ne se laisse pas déborder sur sa ligne de front, va dans le bon sens. Mais l'objectif, c'est de toute façon toujours une sortie par une voie diplomatique. C'est là où il y a une ligne de crête et probablement un désaccord avec le ministre de la Défense et le président de la République qui ne nous parle plus jamais d'initiative de paix. Monsieur Bardella, interrogé par Politico, dit qu'il est contre une sortie du commandement intégré de l'OTAN en temps de guerre. Oui, c'est ce que disait Marine Le Pen aussi d'ailleurs. Oui, alors, ça n'est pas... Hors temps de guerre, ce n'est pas la position du Rassemblement National. Donc clarifions les choses ensemble ce matin. Votre parti dit il faut en temps de guerre, on ne bouge pas. En temps de guerre, on ne bouge pas. C'est pas le moment de bouger. En dehors du temps de guerre, nous sortons du commandement intégré de l'OTAN. C'est assez simple à comprendre. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, en creux, que l'OTAN a une utilité ? Si aujourd'hui la Finlande souhaite l'intégrer, la Suède souhaite l'intégrer ? Non, ça veut dire qu'il faut garder nous-mêmes une dimension d'indépendance en ce qui concerne notre défense nationale. Nous avons l'arme nucléaire, c'est une chance incroyable. Nous avons ce pouvoir de dissuasion. Ce pouvoir ne peut pas être négocié. Donc on n'a pas besoin de nos voisins, ce que vous nous dites en creux. Non, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se mettre sous le parapluie et sous la direction de puissances qui ne soient pas françaises. On a une arme nucléaire, on a une capacité de défense, elle ne peut pas être négociée à d'autres. Je suis curieux d'avoir votre sentiment. Alors nous sommes le 2 avril. Il y a 50 ans, mourait Georges Pompidou. Je ne sais pas si vous avez vu une espèce de Pompidou-mania, là, de nostalgie qui s'est emparée du pays. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces années-là ? Bon, moi, je suis né en 73, donc je ne peux pas être nostalgique d'années que j'ai à peine connues, puisque le président Pompidou est mort en 74. Mais c'est vrai qu'il incarnait à la fois une certaine forme de culture, d'intelligence, on pense au centre Pompidou, un homme tourné vers l'avenir, et de rationalité vis-à-vis des Français. On connaît ces fameuses citations sur le fait d'emmerder les Français, de cesser d'emmerder les Français. Donc c'est vrai qu'il y avait une sorte d'équilibre à un moment où on a aujourd'hui un président de la République qui nous semble sans limite et totalement déséquilibré dans ses prises de position. Alors justement, Georges Pompidou, il avait appelé les Français à faire des économies. À faire des économies sur le pétrole, sur l'électricité, sur le gaz, dans un moment qui était, au début des années 70, un peu compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui ? Ouais, enfin, le moment n'était pas exactement le même. Les Français ont vécu dans ces années-là, c'est-à-dire avant les années 80. C'est la fin des Trente Glorieuses. Voilà, ont vécu le plein emploi, ont vécu de façon peut-être plus agréable finalement. Et d'ailleurs, il y a une nostalgie, vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, qu'il y ait des économies à faire, c'est un débat sur lequel on peut et on doit se pencher. Marine Le Pen elle-même dit d'ailleurs que la dette devra se payer. Il y a des gens qui disent de façon totalement irresponsable qu'il ne faudra pas payer la dette. Mais alors à ce moment-là, on verra bien l'épargne des Français, la capacité à emprunter sur les marchés, tout ça c'est fini. Donc oui, il y a des économies à faire. Ça vient de où ? Ça vient en fait d'avoir depuis 7 ans un gouvernement qui ruine la France, qui n'a pas de politique pérenne, qui fait n'importe quoi avec les finances publiques, qui ne prévoit rien. C'est aussi Bruno Le Maire qui n'a pas fait les bonnes prévisions sur la croissance volontairement et qui aujourd'hui a peur de se retrouver dans un processus de déficit excessif. Ce que vous nous dites ce matin, monsieur Chenu, c'est que donc c'était insincère, pour reprendre l'expression utilisée dans ce cadre-là. Ils ont menti. La Cour des comptes dit non. Alors c'est raté, mais ce n'est pas insincère. Oui, mais en fait, à partir du moment où Bruno Le Maire sait très bien que le déficit, que la croissance ne seront pas au niveau de ce qu'il promet, et il sait très bien qu'il construit un budget de façon insincère. Et il nous entraîne par un manque de visibilité. Lui, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, lorsqu'il était aussi ministre du budget, nous entraîne dans ce mur à la fois de cette spirale de la dette, de l'inflation et d'un pouvoir d'achat qui est rogné pour les Français. Mais alors concrètement, que faudrait-il faire selon vous ? Il faut s'attaquer aux vraies dépenses. C'est-à-dire que lorsque je vois... Vous allez dire l'immigration ? Mais oui, mais pas seulement. Pas seulement l'immigration, donc on a calculé, on peut, avec la préférence nationale, on peut récupérer 15 milliards par an. Vous me direz, c'est énorme, puisque c'est à peu près ce qu'ils veulent récupérer, 10-12 milliards par an, sur le dos des chômeurs. Donc en fait, on a un gouvernement qui essaye de transférer le poids de la dette sur l'UNEDIC, en réalité, pour aller piquer les fonds de cette assurance chômage qui est excédentaire. Ouais. Ils veulent aller piquer les fonds de l'UNEDIC pour masquer, combler la dette qu'ils creusent chaque jour. Nous
nous pensons qu'il y a des politiques, et notamment pérennes, à mener. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir un cap, mais aussi des politiques qui soient dans le temps les mêmes, pas changer de cheval sans arrêt. Vous savez, ce gouvernement, il a ouvert Donnez-nous un exemple. Des guichets. C'est tous les guichets ouverts. En fait, la politique du chèque. Vous savez, les chèques carburant, les chèques ceci, les chèques cela. Les Français. Non, mais d'abord, c'est l'argent des Français, d'abord. Oui. Mais ça ne résout rien. Ça creuse très fortement la dette et les finances publiques. Ça abîme très fortement les finances publiques sans rien creuser. Nous, on pense qu'il faut des dispositifs qui soient pérennes. On parle de la baisse de la TVA. On pense de s'attaquer à des dépenses tabous. Pardonnez-moi, mais vous êtes contradictoire. Vous dites c'est l'argent des Français, mais la TVA, c'est l'argent des Français aussi. Ce qui est collecté par la TVA sert aux Français. Oui, mais je viens de vous dire que ce soit pérenne, que ce soit pas des coûts. En fait, ce gouvernement, il fait des coûts et il n'y a pas de résultat. Quand vous faites des coûts, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous laisseriez la TVA de façon pérenne. Oui, et sincèrement, produire des chèques pour payer des taxes, pour combler des taxes, ça me semble être un non-sens économique. Vous avez parlé de l'immigration. Nous avons parlé de l'immigration, bien sûr, mais il y a aussi le millefeuille territorial. Nous, on est pour la création du conseiller territorial, par exemple, c'est-à-dire revenir à faire des économies d'échelle dans les régions, la contribution à l'Union européenne, la fraude, tout ça n'ont pas été des chantiers ouverts, et il y a évidemment des sources d'économie, et puis les super profits, on n'en parle plus, le gouvernement n'en parle plus. Dans la majorité, nous, quand on a proposé de taxer de façon temporaire des grandes entreprises qui feraient des super profits qui ne seraient pas dus à leur stratégie, mais qui seraient dus à un contexte temporaire, extérieur. Monsieur Chenu, ça n'est pas pérenne. Oui, temporaire, mais sur les super profits. Vous appelez à des mesures pérennes. Oui, mais sur les super profits, ça ne peut être que temporaire, sinon les entreprises vont vouloir s'en aller. Donc il faut aussi être pragmatique. C'est là où nous sommes des gens, j'allais dire, pragmatiques et lucides. Mais du coup, est-ce que le gouvernement n'est pas pragmatique ? On veut des mesures pérennes pour les Français, pour leur pouvoir d'achat, et des mesures qui soient, comme les super profits, temporaires, de façon à ce que les entreprises qui font des super profits dans des moments très précis contribuent plus largement. Vous avez entendu que M. Attal n'a pas fermé la porte à cette piste. Oui, mais lorsqu'on propose, il vote contre. Enfin, je veux dire, les députés du Rassemblement national, le groupe de Marine Le Pen, a fait ces propositions-là. À chaque fois pendant les débats budgétaires, ça a été rejeté. Donc, ou on perd beaucoup de temps et ce gouvernement en fait perdre aux Français et beaucoup d'argent avec, ou ils sont sectaires, probablement les deux, et incompétents. J'ai lu Sébastien Chenu dans Le Figaro. Vous avez dit, vous êtes cité, on part très en avance au sujet des européennes dans les sondages. C'est un peu inquiétant dans le sens où quand on a 10 points d'avance par rapport à la deuxième liste, il y a un risque de déception. Vous avez le vertige de la gagne ? En fait, on est humble. Le 9 juin, Jordan Bardella va mener notre liste aux européennes et aujourd'hui, il fait la course en tête. Il faut garder la tête froide. Il viendra d'ailleurs, j'en profite, samedi 6 avril dans le Nord, à l'Écluse, animer un grand meeting. J'appelle les nordistes à venir. Mais il faut garder la tête froide. Nous considérons qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. On considère qu'on est le meilleur rempart face à cette Macronie qui veut créer un impôt européen, qui veut redonner plus de pouvoir davantage à l'Union européenne, créer la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union européenne. On pense que nous sommes ceux qui pouvons le mieux résister. Et en votant le 9 juin pour la liste de Jordan Bardella, nous disons aux Français, prenez vos responsabilités, envoyez un signal au président de la République, un signal fort, et une autre politique est possible pour l'Union européenne. Pour dire la chose simplement, est-ce que vous aimez l'Europe ou pas du tout ? Moi, j'aime l'Union européenne lorsqu'elle fait des partenariats qui sont efficaces, lorsqu'elle ne contraint pas. Par exemple, Erasmus, c'est intéressant. Je veux vous dire, Schengen est intéressant si on le réforme. Schengen, le fait de pouvoir circuler librement est intéressant, à la condition que ce soit réservé aux Européens et pas à quelqu'un qui arrive dans un pays européen et qui peut circuler. Vous voyez, ça fait partie des pistes quand par exemple les agriculteurs français sont bénéficiaires de la PAC. Oui, mais la PAC, c'est notre argent. C'est notre argent, on en récupère plus qu'on en donne. Oui, non, mais on est excédentaire. On est contributeur excédentaire en France. On donne plus à l'Union européenne qu'on ne reçoit. Enfin, l'Union européenne est excédentaire de notre contribution. Nous, il nous manque de l'argent. Nous donnons plus à l'Union européenne que nous en recevons. Donc nous, on préférait que la PAC soit gérée nationalement, par filière, plus adapté, mais encore une fois, c'est l'argent des Français. Quand on nous dit l'Union européenne, il n'y a pas de mythe de l'argent facile avec l'Union européenne. C'est l'argent des Français dans tous les domaines. Un tout dernier mot à ce sujet. Les sénateurs se sont opposés au CETA. Les communistes pourraient profiter de leur niche parlementaire chez vous, à l'Assemblée nationale, pour proposer le texte également. Que vont dire les élus du Rassemblement national, oui ou non à ce texte? Non, mais nous on est cohérents. On considère que les accords de libre-échange doivent être revus, totalement revus. Donc si le CETA peut être dévissé, les sénateurs d'ailleurs Rassemblement national s'y sont opposés, eh bien nous y opposerons aussi. Vous savez, nous on n'est pas des gens sectaires. Quand une proposition va dans le bon sens, nous la votons. Mais lorsque nous faisons nous des propositions, le gouvernement ou la gauche refuse de la voter parce qu'ils sont sectaires. Eh bien nous considérons que l'intérêt des Français ne vaut pas de sectarisme. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.